Bonjour à tous, c'est Loïc et bienvenue pour le Grand Live, l'émission de Texas Poker News Magazine. Une émission qui a pour vocation d'être présentée plusieurs fois par an. On va vous parler de Texas Poker, on va vous parler des nouveautés de Texas Poker, les tournois à venir. On va recevoir des invités prestigieux, des invités de la communauté amateur aussi. On va recevoir tous ceux qui travaillent avec Texas Poker et autour de Texas Poker. Cette émission, vous pourrez la retrouver plusieurs fois par an sur les réseaux sociaux et sur le site Texas Poker News Magazine. La grande première, c'est parti. Alors Apo, on va commencer par parler des FPO. Là, on est au FPO de la Grande Motte. Qu'est-ce qui suit après le FPO de la Grande Motte ? Qu'est-ce qui suit le FPO de la Grande Motte? Il suit le FPO de Gujan-Mestras. Ok, on retrouve quoi là-bas? Le même programme? Il y a des choses Non, qui changent? il change, oui. Il y a certaines choses qui changent. Par exemple, il n'y aura pas le high roller à 1200 euros. Ok, j'ai vu qu'il y avait un Win the Button, je crois, c'est ça? Oui. Ok, et là-bas, à peu près, on peut attendre combien de joueurs? J'espère qu'on fera plus de 300. Plus de 300 joueurs, d'accord, avec toujours les mêmes animations PMU. Oui, toujours. C'est toi qui fais les structures? Les structures, c'est moi et les animations, c'est eux. Donc ça va, ça s'annonce bien. Oui. À part Gujan, il y a aussi un autre tournoi, Oui. juste après. Le Mega Stack de PokerStar. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais cette année, c'est encore, il va être encore plus important du fait qu'on a un Platinum Pass à 30 000 $ pour aller participer au PCA de 2019. C'est la série sur le gâteau. Il va y avoir le prize pool plus 30 000 $ offerts par PokerStar. Alors l'année dernière, tu avais, on va dire, éclaté les scores avec le Mega Stack, que ce soit à Gujan ou à la Grande Motte. Gujan, c'était plus de 700 joueurs. Ouais. Là, tu en espères combien cette année sur Gujan? Si tout se passe bien, je pense qu'on va faire 1000. Ah oui. Mm. Et la Grande Motte, ensuite, Mega Stack de la Grande Motte, c'est quand? Oui, il n'est pas annoncé encore sur les fichiers de PokerStar, D'accord. mais il est confirmé, c'est du 10 au 16 septembre. Ok. Pas très loin avant la Pau 2005, c'est ça? Oui, la Pau 2005, c'est du 1er au 7 octobre. Très bien. Megastack, FPO et aussi DSO. Oui. Alors DSO, on le retrouve dans 2 endroits bientôt. Il y a San Remo. Il y a San Remo la semaine prochaine, Ouais, du 14 au 18 h 20. ouais. Et ensuite, nous avons le DSO à Lloret del Mar. C'est un DSO Cup. Et après, on retourne sur nos terres à Gujan avec un DSO fin août. Fin août. Le fameux DSO fin août. Apo, ça c'était tes tournois, on va dire, classiques, entre guillemets. On parle aussi de deux autres choses. On parlait de l'Apo 2005. Alors tu le refais cette année? Oui, à Divonne, du 1er au 7 octobre. À Divonne du 1er au 7 octobre. Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à l'année dernière? Il va y avoir beaucoup plus de satellites qualificatifs avec un multiplex en fin juillet, août, septembre. D'accord. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu étais content déjà de l'année dernière pour une première? Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tournoi aussi cher en France. Pour la première fois, oui, mais là, j'espère faire mieux. D'accord. Tu t'espères avoir combien de joueurs à peu près sur ce tournoi-là? Si tout se passe bien, je pense que je vais dépasser les 200. Avec les étrangers aussi cette fois? Oui, parce Et- qu'on est près de la Suisse. Et on a un aéroport qui est international. Et on va mettre des navettes pour aller chercher les clients. Aller-retour, l'hôtel, etc. Donc je pense que ça va faire un plus pour les gros clients. Forcément, il y a aussi un autre sujet qui anime les débats. Apo, c'est Paris. Alors, est-ce qu'on va voir, Apo, est-ce qu'on va voir du Texas Poker à Paris dans les prochains mois? Est-ce que tu peux nous en En dire un tant peu que plus? prestataire de service, oui. Tu envisages... Mais je ne sais pas où je vais atterrir. Tu sais pas encore. Non, Est-ce que tu as des pistes? même pas. J'ai des pistes, mais on ne peut pas les divulguer, alors ça sert à rien. Tu as peut-être des pistes, on va dire. On peut pas dire les noms, mais tu as peut-être des Non, pistes. oui. Sur Paris, là, toi, à ton avis, au final, ça va finir à combien de clubs? Tu sais un petit peu, tu as un peu des... Des clubs, ils peuvent en finir à 6 ou 7. Mais des gens qui vont faire du poker, il va y en avoir 3 ou 4. Et D'accord. encore. Le premier club tranchant, là, il a ouvert. Oui. Justement, on s'est aperçu qu'en fait, du poker, il y en a presque pas. Mais il n'y en aura que du cash game, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Est-ce que tu... toi, ta philosophie sur Paris, c'est quoi? C'est d'amener les tournois qu'on connaît, les 150, les 300, les Texas Poker? Mener les gros partenaires pour pouvoir faire des gros événements. D'accord. Et tu penses que sur Paris, on va pouvoir recommencer à trouver justement des tournois peut-être qui vont aller à 1000 euros, 2000 euros? Oui, bien sûr. C'est des choses que toi, tu vas vouloir travailler? Oui. Bon, avec tout ça à Pau, est-ce qu'il y a d'autres tournois encore
On sait qu'il y a un 500 € à Divonne, c'est ça qui arrive bientôt? Il y a un 500 € à Divonne, il y a un 500 € à Amnéville, à la fin du mois, en même temps d'ailleurs. Et après, on attaque San Remo pour toute la saison d'été. Et on te retrouve à quoi la saison d'été à San Remo? Plein de tournois toutes les semaines. Puisque le casino nous a mis une salle à notre disposition avec 40 tables de poker. Ah oui. Ouais. Pas mal. Oui. Donc Texas Poker, un tournoi près de chez vous. Oui, toujours un tournoi près de chez vous. C'est moi qui me déplace. Merci Apo. Merci à toi. Dans la partie interview du Grand Live, je reçois Sarah Erzali et Erwan Pêcheux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va? Bonjour. Voilà, deux très beaux team pro de PMU sur 3, puisque maintenant Jonathan Terme vous a rejoint. Déjà, première question, ça s'est passé comment justement ce choix? Ça s'était pas trop compliqué? Comment c'était? Racontez-moi un peu. Sans commentaire. Non, c'était super compliqué. On avait des profils différents, mais les 6 pouvaient convenir en fait. Okay. Donc c'était vraiment compliqué. Vous avez vraiment hésité à un moment? Ouais. Pas à un moment, pas je pense. Pendant tout le débat, ça a été, c'était vraiment difficile. On a fini par un débat houleux. Oui, bah presque. Et vous avez tiré à pile ou face quoi. Non, mais c'était heureusement vraiment... que non. C'était pas évident. On se retrouve, on est au CNIC là, c'est juste avant le FPO de la Grande Motte. Je vous ai jamais demandé dans mes interviews, le poker amateur, ça vous parle à la base? Vous avez joué un peu en tant que dans des clubs, des choses comme ça, avant de commencer à devenir des joueurs professionnels? Moi personnellement non, j'ai découvert le poker amateur avec PMU du coup, qui nous a envoyé au Florida à la finale du CNIC, mais sinon j'ai jamais joué en club, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et d'ailleurs j'ai été agréablement surprise de voir le nombre de joueurs qu'il y avait au sein des clubs français. Pour ma part, je n'ai jamais joué dans des clubs tels quels. Par contre, j'ai fait partie, j'ai été membre et d'une association étudiante de poker dans mon école. Et non, j'étais membre d'une association d'une autre école et j'étais président de l'association de mon école, voilà, de poker. Pas mal, tu montais déjà dans la hiérarchie. C'était au moment où tu voulais faire de la politique, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris. Et d'ailleurs, dans ces associations-là, il y avait notamment Mathieu Célides, que vous connaissez peut-être. Il y avait Pierre Merlin. Qu'on connaît. Ouais, évidemment que vous connaissez aussi. Et mon ancien coloc, Neil Sigardidjan, qui était aussi joueur et qui a bossé chez une room concurrente récemment. Voilà. Qu'on ne citera pas, voilà. Parce qu'on citera d'abord PMU Poker. C'est ça. La suite de votre programme, Vegas arrive. Vous avez un programme chargé pour Vegas cette année. Comment vous l'envisagez? Moi personnellement, à différence d'Erwan, je ne prépare pas mes tournois en amont à Vegas, hormis ceux qui sont obligatoires avec PMU. Je fais pas de programme pour la simple et bonne raison que moi je considère mon humeur à Vegas, elle peut être un jour en haut, un jour en bas, et du coup je préfère... La Marseillaise quoi. Non, n'abuse pas quand même. Non, mais c'est vrai, un jour t'es de bonne humeur, le lendemain t'es au bout de ta vie, donc j'ai pas envie de me forcer en fait à avoir des tournois à jouer tel jour ou tel jour. Je vois quand je suis là-bas en fonction de ce qui se passe, et puis voilà. Erwan? Non, j'ai pas fait mon programme, mais t'inquiète pas qu'il sera vite fait et bien complet. On part sur quoi? On part sur un gros programme avec un tableau Excel, les heures, les comme couleurs. Comme tous les ans, je vais jouer sur très probablement après tout ce qui se fait à Vegas, dans tous les casinos, sur le strip parce que sinon trop loin du strip ça coûte un peu cher, en taxi aller-retour plus la bouffe plus machin, donc je vais privilégier les tournois sur le strip, donc sur les casinos principaux, entre $400 et $3000, voilà, et quelques 5000 peut-être, plus le main event évidemment. Dernière question, le main event justement, ça vous fait encore rêver malgré toutes ces années dans le poker, et vous avez connu les hauts, les bas, des joies, je veux dire, ça fait encore rêver le main event ou pas? Je pense que le main event, tant que tu l'as pas gagné, te fera rêver quoi. Moi, il va me faire rêver un moment, moi je te l'annonce. Tant que tu l'as pas gagné, te fera rêver. Donc oui, je pense aussi qu'il va me faire rêver toute ma vie. Non, évidemment, ça fait rêver, ne serait-ce que pour la somme d'argent qu'il a gagné. Et c'est un tournoi, on est sûr qu'il existera. Enfin, je vois pas comment il pourrait s'arrêter quoi. Donc c'est sûr que dans 50 ans, il existera encore quoi ce tournoi. Ouais, t'as le côté un peu légendaire. Ouais, c'est sûr quoi. Je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Donc ouais, il sera tout le temps mythique. C'est pas comme par exemple le PT qui a changé de nom ou quoi que ce soit qui pourrait s'arrêter. Enfin, non, le main event WSOP il va continuer. Enfin, c'est peut-être dans 200 ans, 300 ans, ça s'arrêtera jamais. Donc c'est un tournoi mythique, c'est le tournoi qu'on veut gagner.
On poursuit la partie technique avec monsieur Eric Cicero. Salut Eric. Eh ben, salut Loïc, ça fait plaisir d'être là. Mais oui, pour cette grande première. Oui, c'est une grande première. On a travaillé ensemble. Eric, tu t'occupes de plein de choses. Entre autres, tu t'es occupé du site Texas Poker. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de tout, des fonctionnalités, des nouveautés, de tout ce qu'on peut retrouver sur Texas Poker News Magazine? Oui, alors le site pour moi, c'était une évolution nécessaire de la présentation du travail d'Apo, qui fait un travail magnifique depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, sa position sur le marché français est telle qu'on ne pouvait plus se contenter de travailler simplement avec des SMS ou des Google Drive. Donc on a passé sur un vrai site qui va présenter la totalité de l'activité Texas Poker sur la France, qui permet aux joueurs de s'inscrire, de se préenregistrer sur la totalité des tournois que Texas Poker opère, que ce soit avec ses propres marques ou avec des marques partenaires comme le FPO, le DSO, et sur l'ensemble des casinos. Le principe étant de fluidifier encore plus le rapport avec les joueurs et de faciliter la vie des joueurs. On a aussi le Texas Poker News Magazine. Alors qu'est-ce que c'est cette partie-là, on va dire, de Texas Poker aujourd'hui? Alors là, ça vient un peu de mon passé de directeur de casino, d'organisateur. Si tu veux, on avait énormément de communication, un peu tout azimut. Et je trouvais je m'excuse-moi le mot, mais je trouvais qu'on se spammait un peu tout seul. Donc l'idée était vraiment d'organiser ça de manière à ce que les joueurs, les gens qui aiment Texas Poker, qui aiment le poker, puissent retrouver sur un ensemble de médias la totalité de l'action poker qui se passe en France, puisqu'on est quand même assez important sur le marché français, qu'on attaque le marché italien, et que donc il est nécessaire qu'on ait une communication qui commence à être alors moins foisonnante, peut-être moins exubérante, mais un peu plus ciblée pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Alors justement, sur ce site, on retrouve les news que met en place Florence Mazet. Chaque semaine, il y a des récapitulatifs sur tous les tournois qu'on va pouvoir retrouver de Texas Poker. Il y a des coverages aussi qu'elle va faire? Oui, alors l'organisation telle qu'on l'a prévue, tu en fais partie d'ailleurs Loïc, puisque oui. ce qu'on est en train de faire, l'exercice auquel on se soumet aujourd'hui, et fait partie de cet effort de communication. Donc sur texapoker.net, on a la partie news avec Texas Poker News. Sur les pages Facebook, on a du live, on a du direct live, on a des photos, on a des coverages. Et Florence Mazet, qui nous a rejoint, a déjà pris en main toute la communication, la publication des résultats, les coverages. La rédactrice en chef. Voilà, oui, je voudrais pas, Florence, si tu nous entends, rédactrice en chef, ça me va très bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de constituer une équipe média qui soit capable de fournir la meilleure vision de ce que l'on est capable de faire et surtout de mettre en avant les joueurs comme ils le méritent. Il y a aussi dans ce site toute une partie associative que tu as pensée. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement pourquoi ça peut intéresser les associations? Alors oui, le site, entre guillemets, on va continuer à l'appeler site, mais pour moi c'est un vrai portail interactif. Ce portail a plusieurs aspects, plusieurs modes d'utilisation. Il y a notamment une partie associative dans laquelle on a prévu toute une aide à la gestion des associations qui permet donc aux associations de fluidifier les rapports avec leurs membres, de pouvoir communiquer avec eux de manière simple et intuitive, pouvoir organiser des événements et de savoir qui, quand, quoi, qui vient, enfin tout ce qui est extrêmement rébarbatif à gérer et que la machine fait tout seul. Là encore, j'estime qu'en 21e siècle, on peut faire en sorte que les machines prennent en main tout ce qui est répétitif, rébarbatif, et que nous, on s'amuse à faire ce qui est de l'ordre de l'artistique, de la prévision, de la stratégie, et qu'on laisse l'ordinateur faire ce pourquoi il est fait. On se retrouve en fin d'émission, Eric. À bientôt, Loïc. Coucou Brewen. Bonjour. Bonjour Brewen. Brewen, tu es le patron de PMU Poker. Tu es le big boss. Tu es donc un de mes big boss aussi. Bon Brewen, là on est au CNIC. Yes. Et juste après le FPO. Donc là on est pas mal sur tout ce que fait PMU Poker. On va d'abord parler du CNIC. Ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes partenaire avec PMU Poker. Pourquoi vous êtes intéressé justement à ce côté amateur du poker? Pourquoi ça coule de source entre guillemets, le poker amateur, c'est l'essence du poker, ça fait aussi partie du monde du poker. On va dire que
90% de nos clients sont par essence amateurs. Certains sont amateurs uniquement online, d'autres sont vraiment passionnés et c'est eux que l'on a là ce week-end pour la finale du CNIC, la 10e édition. Mais j'ai envie de dire que ça va de soi de s'impliquer pour moi dans le poker amateur. Après, notre logique a été assez rapidement, du fait de la taille et de la stratégie de PMU Poker, on n'avait pas les moyens très clairement de s'impliquer sur une stratégie club par club. En tout cas, on n'aurait pas pu offrir un partenariat à suffisamment de clubs pour que ce soit intéressant. Et naturellement, en fait, le CDC et le PMU, ça s'est fait parce que le CDC nous permettrait de couvrir un grand bassin de clubs dans toute la France. Et pour le CDC, c'était de s'adosser à un partenaire, à une room qui puisse offrir une dotation, notamment sur la finale individuelle, mais aussi sur la finale par équipe, et faire vivre toute l'année les qualifications online. On va parler aussi du FPO, la seconde édition. On est sur le 2e tournoi, après Cannes. Quel bilan tu tires de la première année du FPO ? Le bilan, c'était assez rapidement en fait un bon bilan. Ça a été pour nous, donc on se lançait sur un circuit live PMU. On a assez rapidement réussi globalement ce qu'on voulait faire. Là, on est sur la 2e année, sur la confirmation. On a vraiment envie de confirmer, faire une année de circuit live. Voilà, c'est globalement réussi, on est assez satisfait. Maintenant, le but, c'est de durer dans le temps. On a vraiment l'esprit qu'on voulait donner à ce circuit, puisque des circuits live et sur ce niveau de buy-in, il y en a d'autres et qui font aussi des très belles choses. Nous, on voulait garder cette espèce de touche PMU qui va au-delà du tournoi, qui va jusqu'à la soirée pour les joueurs, des animations, une ambiance hors le tournoi et un programme assez riche, assez dense, une vraie expérience pour les joueurs. On avait réussi, il y a encore plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à perfectionner, mais c'est ce vers quoi on veut continuer. On ne veut pas se disperser, on veut vraiment continuer sur les points forts, sur 5 étapes, 6 étapes maximum par an, et continuer à progresser, faire évoluer ce circuit comme on l'a fait là sur les structures. Il y a des choses qui ont évolué récemment sur les structures dans le poker. On s'est dit on veut offrir le meilleur, en tout cas ce qui se fait de mieux en ce moment, y compris sur un circuit à 600 € et qui n'est pas du circuit international. Et on veut continuer aussi à aller à la rencontre de nos clients dans toute la France et de couvrir de Saint-Amand à la Grande Motte, Gujan, Mestras, Paris, on va essayer d'être partout. Alors justement, c'est important, tu parlais de l'esprit PMU par rapport au FPO. Je suis bien placé pour savoir, il y a aussi des nouveauté, forcément, il y aura une étape à Paris qui sera sûrement la finale, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il y a un streaming qu'on peut retrouver sur plein de moments jusqu'à la TF avec Djibril. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a la soirée PMU, il y a aussi la soirée des qualifiés. Pourquoi vous souhaitez justement apporter ça sur un 600 €? C'est pour montrer aussi que il n'y a pas que les WPT ou ces gros tournois-là, il y en a aussi pour tout le monde. Oui, et parce que, comme je disais juste avant, c'est notre logique. Faire un circuit, c'était pas juste pour dire on a un circuit PMU, on est comme toute room qui se respecterait, on a notre circuit live, on a nos étapes. On voulait le faire comme on le fait depuis quasiment depuis qu'on est rentré sur le live. On voulait le faire avec ce qu'on appelle la touche PMU. On n'a rien inventé en soi, mais nous on y tient vraiment et c'est cet esprit-là. Et oui, c'est un 600 €, mais c'est un circuit qui est fait avant tout pour nos clients. Qui est adapté à nos clients. On n'a pas vocation à aller lutter avec les EPT, avec les parties Poker Millions, avec c'est un circuit français by PMU et voilà. Mais on veut offrir quand même effectivement globalement ce que des joueurs peuvent retrouver sur des circuits beaucoup plus huppés et c'est ce qu'on espère faire notre force. T'accueilles un petit nouveau au sein de ta team pro et c'est un bad beat pour Sarah Herzali. Encore. Bisous Sarah. Bien Sarah, si tu nous vois, c'était un bad beat. Si vous voulez affronter Sarah Herzali sur un système web, n'a pas beaucoup de chance en ce moment, vous pouvez facilement tout lui prendre, n'hésitez pas.
Après une annonce comme ça, on est d'accord que tu vires Benjamin Camps, c'est ça? Je vais en parler à Pau. On va en discuter ce soir du briefing. Tu accueilles un petit nouveau au sein de tes teams pro, puisque c'est Jonathan Terme qui vient de gagner la Pro Dream. Juste un petit passage sur cette finale. Est-ce que le choix a été vraiment difficile? C'est comme tous les ans en fait. Tous les ans c'est difficile. Ça a été vraiment encore une fois difficile. On a eu... j'ai l'impression de me répéter d'année en année, mais on a vraiment eu un beau casting avec des profils vraiment différents. Donc comme à chaque fois, on a eu une casse-tête. Et jusqu'au choix final, ça a été compliqué. Jonathan, c'est un très beau Pro Dream, mais il a lutté contre des adversaires valeureux et qui, encore une fois, certains se sont révélés pendant les entretiens. Quand on dit que la journée finale avec le jury elle est importante et elle compte et qu'il n'y a pas que le CV qui compte, c'est la réalité. Et voilà, et donc oui, ça a encore été très dur. Il y a plusieurs choix qui sont bons au final chaque année. Et voilà. Après Jonathan, on est super fiers de l'avoir dans l'équipe. Il est méritant, c'était sa deuxième finale. Et voilà, il a eu plein de choses. Et quand on regarde derrière nous la finale individuelle du CDC, Jonathan, il fait partie de ces joueurs qui est passé par là. Il fait plusieurs fois, donc ça faisait aussi partie de ses atouts. Et voilà, et maintenant, il va continuer son aventure avec le logo PMU Poker. Et on espère que ça va être une belle année qui va bien en profiter. On finit par aussi autre chose que propose PMU Poker. PMU Poker, ça propose toujours plein de choses pour les amateurs. l'e-Poker Tour, pour une 3e année, 4e année. 4e année. En fait, la première année, il y a eu une seule étape et c'est la 3e année en mode circuit. 3e année en mode national. Ça aussi, pour les gens qui ne connaissent pas, un petit peu, si tu peux en parler, l'e-Poker Tour, à quoi ça correspond pour vous? L'e-Poker Tour, c'est le free roll tour de PMU Poker, sauf que dans PMU Poker, il y a PMU et nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire ça sur les hippodromes. Il y a 250 hippodromes en France qui sont pour la plupart des très beaux endroits avec des très belles salles. Et on s'est dit on va mixer, et comme on le met sur les textes promotionnels, on va mixer poker et course hippique. Et nous en plus on a des lieux pour nous accueillir qui sont vraiment sympas, qui nous permettent de faire aussi une grande pause à chaque étape du Poker Tour pour découvrir les courses hippiques. Mais voilà, ça reste un free roll tour avec croupier, donc en général une expérience qui est vraiment appréciée par les joueurs. Et voilà, le cadre est, on va dire, atypique par rapport à ce qui se fait dans le milieu du poker, mais pour nous c'est une vraie force parce que c'est l'ADN du PMU. On regroupe les deux, le hippique qui est notre raison de vivre et l'activité poker, et on est assez fiers de ce produit qui a été une des premières idées qui soit sortie au moment du lancement de l'activité poker au PMU. On est de retour sur la partie technique avec mon ami François. Ça va, François? Bon anniversaire Loïc. Merci beaucoup. Oui, c'est mon anniversaire. Envoyez-moi Et bonjour à tous. des cadeaux. Mon François, on va parler d'un point de vue technique avec toi des nouveautés Texas Poker. Là, on est sur la fin du CNIC. On va attaquer le FPO, la nouveauté, le bouton hanté. Oui, bouton hanté, toute nouvelle, entre guillemets, tout nouveau format qui est mis en place pour la première fois sur un gros événement en France. Le bouton hanté a été testé récemment sur Party Poker Million à Barcelone. Bon, c'est celui qui a fait le plus de bruit parce que c'est un format qui est déjà sur le circuit depuis plusieurs années, qui n'est pas encore démocratisé. Et hier, avec ce Party Poker Million, il y a vraiment eu un flot de résultats importants, de retour des joueurs français, très positif sur ce nouveau format. Pour expliquer en bref, on a l'habitude que tous les joueurs participent aux hantés d'une façon minime. Là aujourd'hui, un seul joueur par main participe aux hantés, donc le bouton en l'occurrence. Il payera une grosse blinde en termes de valeur en hanté, qui sera au milieu du pot du coup, ce qui simplifie beaucoup de choses. Ça simplifie le jeu. Ça permet de jouer plus de mains ou pas? Ça permet plus de mains, oui, on va plus vite dans la distribution et dans le résultat. Du coup, on perd moins de temps. Le croupier, alors là, il y a un autre jeu, c'est que pour le joueur, c'est un gain de temps, c'est un nombre de mains jouées supplémentaires.
Voilà, clairement. Et le deuxième sujet, qui est un des sujets qui nous porte à cœur et qui est le retour le plus positif, c'est, on va dire, pour la santé du Le personnel, bien-être, tout simplement. le bien-être, moins de gestes, moins de cassage de dos, et quand on les compte, ils se sont amusés à les compter, hein, ces gestes gagnés. C'est normal parce que c'est un gain pour eux qui est important. C'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, ce format-là perd un peu d'équité pour la partie, pour le jeu, en effet, mais ce qu'on perd, cette petite équité qu'on perd, on le gagne en rendement, en nombre de mains et en santé pour le personnel, donc c'est très très positif. Alors donc là, tu l'as mis en place donc, pour le FPO, mais est-ce qu'on va le retrouver plus généralement sur les tournois Texas Poker? Alors, jeu est un grand mot. Non, pas jeu, c'est PMU, Texas Poker. Voilà, l'ensemble. Nous avons décidé d'un commun accord, tout le monde, de refaire toutes les structures du France Poker Open, de leur donner un petit coup de neuf et d'apporter le bouton hanté. Voilà, clairement. Et pour d'autres tournois, est-ce que sur les futurs tournois Texas Poker, autres que le FPO, vous réfléchissez à peut-être mettre ça en place? Bien sûr. Quand je parle de révolution, je ne pèse absolument pas mes mots. Je suis vraiment dans un format qui aujourd'hui va se démocratiser encore plus et on va vraiment révolutionner le tournoi. Le système denté va très certainement disparaître. Le système bouton hanté ou hanté big blind va être démocratisé et on va le voir sur tous les tournois. On l'a vu encore hier sur le tournoi PokerStar à Monaco, l'European Poker Tour. L'hanté big blind était présent sur cet événement-là et sur tous les tournois. Et alors finalement, un peu comme on dirait l'œuf ou la poule, l'hanté big blind ou l'hanté bouton? On n'est pas encore positionné réellement sur ce sujet-là, que ce soit pour les tournois Texas Poker. On n'a pas encore décidé duquel on mettra en avant. À savoir que comme on travaille avec des marques différentes, on s'adaptera en fonction de ce que veut la marque. PMU a souhaité l'anté-bouton, on a mis l'anté-bouton en place. PokerStar s'est positionné sur l'anté Big Blind. Du coup, normalement, c'est l'anté-bouton puisque c'est PMU qui a toujours raison. Non, pas tout à fait malheureusement. Mais du coup, sur les méga stacks, on verra l'anté Big Blind apparaître. Voilà. Mais les avantages et les inconvénients alors du bouton hanté, de la Big Blind hanté, c'est quoi exactement? Alors, les avantages, ils ont tous les deux la particularité de gagner du temps, clairement. L'avantage de l'anté-bouton, ça va être de faire, entre guillemets, moins mal psychologiquement aux joueurs parce qu'ils vont mettre leur mise en 3 fois, clairement. Ce qui est un inconvénient pour l'anté Big Blind parce qu'ils vont mettre les mises uniquement en 2 fois et quand on est en Big Blind, on va en mettre 2 plutôt qu'une. Même si on va la mettre 2 mains après sur l'anté-bouton, hein. Ça ne change pas vraiment grand-chose, mais psychologiquement pour le joueur, il aura cette frustration de payer 2 blindes quand il arrive en blinde. Une blinde devant lui et une blinde en hanté au milieu et dans le pot. Voilà. Là, avantage-inconvénient. L'inconvénient du l'anté-bouton, c'est qu'on a 2 cas particuliers. Je ne vais pas les développer, mais on a le cas particulier d'un joueur qui est à tapis avec moins d'une blinde au bouton. Qu'est-ce qui se passe? C'est un inconvénient, c'est un cas particulier qui ne se retrouve jamais du coup avec l'anté big blind parce que dans cette situation là où l'anté est à la big blind, on va inverser la priorité. Ça sera l'anté qui sera mis en deuxième et en premier on mettra la big blind en premier. Donc le joueur peut multiplier son tapis. Bon, on va pas développer, on n'est pas pour développer, mais le deuxième cas particulier c'est le bouton mort. Quand on a un joueur qui est à tapis petite blinde, il est éliminé. La main d'après, cette personne-là n'est plus présente, donc il n'y a plus de joueurs sur ce nouveau bouton. Le bouton est mort, clairement, le bouton est mort, et il n'y a pas d'hanté sur ce coup-là. Voilà, les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre. Maintenant, il y a débat. Certains veulent l'un, certains veulent l'autre. Personnellement, je suis encore très très mesuré sur l'un ou l'autre, parce qu'il y a la psychologie du joueur qui est un inconvénient sur l'anté big blind, et il y a l'avantage des 3 mises sur l'anté-bouton. Mais il a ces 2 cas particuliers, qui sont un inconvénient par rapport à l'anté Big Blind. On se retrouve sur la partie interview avec Christine et Nicolas. Christine et Nicolas,
ancien président fondateur du CDC, C'est ça. et Christine qui aujourd'hui a pris la relève, on peut dire ça comme ça? Exactement. La suite. Tu as pris la, Voilà, tu as pris j'ai la pris suite. la suite. Alors déjà, à tous les deux, une première question pour vous deux. 10 ans, ça représente quoi pour vous? C'est important ce chiffre? Oui, c'est important parce que ça montre qu'on a pu mettre en place une compétition, on a pu la rendre pérenne. On est parti avec 20 clubs, 120 joueurs. Aujourd'hui, 10 ans après, on a 600 joueurs, on a quasiment 200 clubs. Et tout ça, toutes les années, on arrive à faire une belle finale qui permet aux meilleurs joueurs du monde amateur de faire un tournoi dans des conditions vraiment exceptionnelles, particulièrement cette année. Et c'est vrai que pour beaucoup de clubs, beaucoup de clubs qui n'ont pas l'occasion de jouer dans ces conditions-là, ça permet de sélectionner les meilleurs joueurs et d'avoir un champion chaque année. Donc on est assez fiers de cette compétition, entre autres. Pour moi, au-delà de la compétition, je dirais que 10 ans, c'est le signe de la pérennité, avant tout, de la confiance des clubs qui nous suivent. Parce qu'au-delà de la compétition, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de structuration. Et c'était l'un des objectifs principaux, réunir les clubs, les structurer, leur permettre un développement sain dans un cadre légal qui est très compliqué, qui est changeant en plus. Donc d'essayer de suivre un peu pour eux sans être des experts juridiques, mais au moins d'essayer de suivre et de leur permettre tout simplement de se développer. Ça fait 10 ans qu'on les accompagne. Il y en a plus de 450 qui ont adhéré au cours de ces 10 ans. Il en reste 200 à peu près régulièrement chaque année, avec certains qui malheureusement quittent la scène parce que il faut quand même des bénévoles pour faire tourner une association. Et il faut des bénévoles pour faire tourner, encore plus pour faire tourner une association comme le CDC. Donc il y en a quelques-uns qui arrêtent. C'est dommage. Mais il y a toujours cette dynamique avec de nouveaux qui arrivent. Donc je dirais que 10 ans, c'est juste une étape. Ça ouvre les 10 prochaines années. Alors justement, dans ces 10 ans, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place pour vous? Parce que tu parlais d'un point de vue légal, c'est vrai que ça change beaucoup. C'est quoi le plus dur? C'est de se mettre en conformité avec l'État, d'avoir des infos avec eux, d'avoir de l'aide, c'est d'aller recruter des clubs. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous pendant ces 10 ans? À mon sens, le plus compliqué, c'est d'avoir vraiment la reconnaissance de l'État. Ça fait depuis 2013 qu'on y travaille, même depuis 2012 qu'on y travaille. On a déposé un premier projet, un premier dossier complet avec tout ce qu'ils nous demandaient, avec beaucoup de projets. C'est ce qu'on nous a reproché, c'est d'avoir beaucoup de projets et finalement le rapport projet-action était peut-être un peu moins bon que ce qu'ils attendaient. Du coup, on a corrigé le tir instantanément. On n'a pas représenté un projet ni l'année suivante, ni l'année d'après. On a vraiment pris le temps de redévelopper pour représenter un projet. Et là, on s'est retrouvé avec un dossier qui correspondait vraiment à tout ce qu'ils nous demandaient. Sauf que les lois ont changé, que les gouvernements ont changé, que les priorités ont changé, que les commissions d'agrément ont changé complètement de fonctionnement et que voilà, à chaque fois il faut se réadapter, il faut se remettre. Et on n'a pas encore suffisamment de cartes dans les mains ou suffisamment de pouvoir ou de puissance, de représentativité, où on ne nous écoute pas encore assez. Même si ça a quand même changé. Alors c'est ça qui est assez curieux, c'est que ça a changé au niveau local. Les associations sont de plus en plus écoutées, sont de plus en plus subventionnées parce qu'elles se font connaître, parce que les gens, y a cette proximité. C'est vrai qu'avec l'État, c'est un peu plus dur. Pour moi, c'est la principale difficulté rencontrée pour moi dans ces 10 ans. Oui, non, je suis tout à fait... c'est vrai qu'effectivement, en tant que club des clubs, notre plus grosse difficulté, c'est la reconnaissance par l'État. Notre projet de création de fédération sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, Nico l'a bien résumé. Après, je dirais que c'est aussi trouver, pour nous, d'un point de vue purement matériel, trouver... des bénévoles pour faire tourner la structure, c'est beaucoup de travail.
Donc il faut des gens vraiment dédiés à ça et la plupart du temps, et c'est souvent comme de toute façon au sein du CA, du CDC, ce sont déjà des responsables de club. Ils ont souvent la double casquette responsable de club et responsable CDC. Et s'impliquer dans une association, ça demande beaucoup de temps. Donc s'impliquer dans deux, surtout une au niveau national, c'est de toujours arriver à trouver des bénévoles pour faire tourner l'association et pour permettre au club de vivre les compétitions qu'on organise, comme cette compétition-là, et puis la compétition aussi par équipe qui est très importante pour nous aussi, quoi. Est-ce que pour vous, c'est essentiel que dans les 10 prochaines années, justement, vous arriviez à passer ce cap et à devenir une fédération ? Je dis, c'est le but de départ. Hein. C'est le but de départ. Est-ce que c'est essentiel si on n'y arrive pas, je pense qu'on pourra continuer à vivre en tant que club des clubs. Mais on aimerait vraiment arriver à cette reconnaissance parce que ça permettrait aussi aux clubs, quand il y a certains clubs qui arrivent à avoir de très bons rapports avec les mairies, les autorités, il y en a d'autres pour lesquels c'est compliqué parce que le poker a une image assez négative. Et même cette année où on a fait la finale au CNEC à Beaumont-sur-Oise, on avait des élus et nous on a un peu discuté avec les élus et ils nous ont tout de suite dit oui, effectivement, moi avant j'entendais parler de poker, j'avais une image très négative et voilà, quand ils sont venus voir comment ça se passait, quand ils ont discuté avec l'association, ils se sont rendus compte que c'était pas l'image d'Épinal qu'ils avaient en tête et que ça pouvait être aussi un jeu qui était apprécié et qui se passait dans des bonnes conditions. Donc pour nous, c'est important aussi de travailler sur cette amélioration vis-à-vis des clubs pour aider les clubs justement auprès quand ils vont voir la mairie pour un prêt de salle ou de subvention ou même sur des projets à la banque. Dès qu'on entend poker, tout de suite il y a les feux qui s'allument, les feux rouges, attention, warning. Donc oui, cette reconnaissance, elle serait vraiment importante. Après, ça ne nous empêchera pas de continuer. Comme on a tracé notre route depuis 10 ans, je pense que le CDC y vivra même sans ça, quoi. Si je peux compléter, il y a un deuxième point qui est important au-delà des subventions qui pourrait être très utile au CDC parce que c'est une association qui fonctionne avec un budget. C'est une association nationale qui fonctionne avec un budget de moins de 20 000 €. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont des budgets plus importants que le nôtre. Donc c'est vrai que ça, c'est un critère important. Mais après, il y a aussi une importance en reconnaissance, pas tant, sans parler du poker, mais de notre propre association. Je pense à un projet précis, par exemple, un projet qu'on a avec le CHU de Nantes, déjà depuis 3-4 ans, où on les aide quand ils montent des études pour de la lutte contre l'addiction. Parce que, notamment le CHU de Nantes, mais maintenant il y a d'autres CHU qui commencent un peu à aborder le sujet de cette manière-là. C'est-à-dire que le poker, c'est pas un jeu comme un autre. C'est un jeu de hasard, ok, la loi le définit comme ça, pourquoi pas. Ça aurait pour moi matière à discussion, mais bon, c'est pas le sujet. Mais par contre, ils sont aperçus que les joueurs addicts sont pas du tout les mêmes quand ils sont au poker et quand ils sont dans d'autres jeux. Du coup, ils montent des études spécifiques et parfois ils ont du mal à les monter. Et si on ne tombe pas par hasard sur une annonce ou sur quelque chose comme ça et que, en fait, le CHU de Nantes, c'est moi qui suis tombé par hasard sur cette annonce, c'est moi qui les ai contactés, c'est moi qui leur ai proposé notre aide. En termes de résultats, je crois qu'ils cherchaient 200-300 joueurs. En 3 semaines, ils en avaient à peine une quarantaine. On a lancé l'annonce. En 3 jours, ils en avaient 500. Donc, cette connaissance, en fait, le fait d'être connu par d'autres acteurs nous permettrait aussi d'aller aider ces gens-là, parce que notre but c'est aussi la lutte contre l'addiction. Il y a plein d'autres sujets qui peuvent être utiles. Je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même un peu discuter législation. Peut-être que d'interroger les joueurs, ce serait pas mal. Donc voilà, cette reconnaissance au niveau de certains professionnels, elle est aussi importante. En ça, c'est essentiel. Et après, est-ce que c'est une condition pour que le club des clubs survive ? Non. Non. Il y a pas mal de patchs sur vous. On va parler du plus voyant. PMU Poker, ça fait quelques années maintenant qui vous suivent dans l'aventure. On va commencer par parler d'eux. Ça change quoi d'avoir une room de poker derrière soi ? Ça rend tout possible. Hein.
ça rend tout possible. Ça fait 6 ans qu'ils nous suivent. Cette finale, sans eux, elle serait pas ça. Ça serait pas ça. Donc c'est important parce que ils nous aident financièrement. Ils apportent de la dotation puisque finalement on a une finale payante, mais on a un prize pool qui est le premier. Là, il va partir avec un prix d'une valeur de 10 000 € en valeur. Il va partir à Las Vegas avec la team PMU, il va partir au Florida, donc, et puis il va partir avec la team Pro Poker Associé aussi. Donc ça permet de rendre très attractif cette finale pour un buy-in qui reste quand même tout à fait raisonnable pour des joueurs amateurs. Ça nous apporte de la visibilité aussi. Et donc c'est vrai que depuis 6 ans on travaille avec PMU, on travaille dans de très bonnes conditions et ils nous font confiance sur la durée. Donc ça, pour nous, c'est une bonne chose, quoi. Puis il y a aussi ce côté synergie, en fait. Puisque, certes, on est partenaire de PMU, mais nos partenaires sont aussi partenaires de PMU. Donc en fait, il y a vraiment un travail global qui est fait en amont pour avoir un partenariat qui soit cohérent, une utilisation de la dotation qui soit cohérente. Et chacun apporte ce qu'il peut à l'autre. Un c'est de la communication, un c'est de la dotation, un c'est et puis souvent des échanges d'idées aussi. Parce que des fois c'est des détails qui font que un événement comme celui-ci va être très bien ou satisfaisant. Et les détails sont importants parce que nous on vise le très bien quand même. Dernier partenariat, forcément, Texa Poker. Alors Texa Poker, c'est quoi? On va dire, c'est juste après, c'est les joueurs d'abord dans les clubs, puis petit à petit ils apprennent, puis ils vont jouer ce genre de tournoi. C'est quoi pour vous Texa Poker? Alors déjà, quand on a eu le partenariat avec Texa Poker était déjà pas mal implanté, mais il n'était pas seul sur ce marché. Il était moins puissant, moins gros, mais tout de suite, par contre, on a senti à la fois le professionnalisme dans l'organisation et à la fois aussi le côté je veux faire plaisir aux gens. Je veux adapter mes structures, je veux adapter mes buy-in, je veux proposer autant que je peux, essayer d'élargir mes casinos, pas pour avoir plus de clients ou pour pouvoir proposer du poker de partout en France. Et pas uniquement réservé à une certaine élite qui habiterait aux alentours de la côte. Donc il y a vraiment cette démarche-là. Texa Poker nous suit à la fois dans l'organisation, mais il nous offre aussi des tickets, participe aussi. L'année dernière, on a monté un projet de CDC Poker Tour. C'était le premier projet qui s'est mis en place avec des tournois à buy-in en dessous de 200 € et avec des structures de fou. On a été immédiatement suivi par un autre qui a essayé de... qui a bien réussi aussi d'ailleurs, le concept a marché de partout, donc du coup notre idée elle était bonne aussi. Voilà, après on échange aussi sur... Tu veux dire que tu penses qu'il y a une room au pic rouge qui a pris ton idée? Pas de quoi tu parles. Je dirais pas qu'elle a pris notre idée, mais en tout cas c'est arrivé après. Ça c'est une certitude. C'est toujours la gratification de se dire que tu arrives à premier. Voilà. C'est juste que toi tu n'avais pas le pic rouge en fait. Moi je l'avais pas. Mais de toute façon, mais en tout cas voilà. Au-delà de ça, Apo nous a suivis, PMU nous a suivis tout de suite parce que l'idée, le concept leur plaisait. Et puis maintenant Apo d'ailleurs développe de plus en plus ce type de concept aussi dans ses propres TPS et ça nous va bien quoi. Avant on avait pour avoir un tournoi avec une belle structure, tu payais 500 € ou plus. Maintenant, avec Apo, tu te retrouves avec des tournois, même il y en a certains à 150 € qui sont franchement très très jouables par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. Tout à fait. Et puis pour nous, au niveau du club des clubs, le Texa Poker, c'est aussi une équipe qu'on connaît depuis maintenant de nombreuses années, avec qui on travaille très, très facilement et puis qui sont très disponibles. Donc ça c'est important, c'est un vrai échange, donc c'est important aussi quoi, de se retrouver avec des gens, on sait que ça va bien se passer, on sait comment ça se passe, on connaît les croupiers maintenant, on les connaît, même s'ils viennent de l'autre bout de la France, parce que tous les ans on les retrouve et tous les ans ils apprécient de venir aussi travailler sur cette finale. Tout à l'heure je discutais avec l'un d'eux, il disait on sent que c'est un événement où on va beaucoup travailler, mais où on va se faire plaisir parce que ça se fait dans une bonne ambiance. Donc c'est aussi ça qui est sympa, quoi, de faire ça avec les équipes d'Apo. Il en manque un, il y a aussi PokerFair. Faut pas l'oublier.
On n'a T'as pas le badge. C'est parce qu'on les a pas eus à temps. Mais bon, voilà. On le suit dans ses difficultés. À l'heure actuelle, on est avec lui parce qu'on pense que dans ce qu'il présente, dans ce qu'il fait et dans la manière dont il l'a présenté sur son dossier et de ce qu'on en sait, évidemment, puisque là, l'histoire est encore en cours. Mais bon, il sait qu'on l'a jamais quitté. Voilà, après, on ne va pas chercher à soutenir publiquement ou à faire de la fausse promotion ou à faire de... Voilà, on n'est pas des récupérateurs de quoi que ce soit. Il sait qu'on est avec lui dans les bons moments comme dans les mauvais aussi. Donc, enfin bref, si tu nous vois, Yann, on t'aime quoi. Voilà, bref, c'est ça. Dernière question, voilà, 10 ans sont passés. C'est quoi on parlait tout à l'heure de peut-être un jour devenir une fédération, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un autre projet sur les 10 prochaines années qui vous tiendrait à cœur? Alors, moi je suis toute nouvelle à la présidence parce que ça fait à peine 6 mois que tu as réalisé ton putsch, donc? Oui, voilà, j'ai réussi à le foutre dehors avec tous les dossiers qu'on a accumulés pendant 10 ans. Bien joué ça. Voilà, donc fais gaffe, il commence à monter les dossiers. Mais j'ai arrêté de voir, c'est pour ça. Non, c'est terminé. Le plus dur en fait, c'est de tenir 10 ans en fait. Voilà, c'est ça. J'espère que j'aurai autant de longévité que Nico, mais c'est pas sûr parce que c'est quand même beaucoup de dévouement pour faire 10 ans. Moi, de toute façon, je suis dans la continuité parce que je prends la présidence après Nico, mais je suis là depuis 2008 aussi, donc je reste dans la continuité. Je ne vais pas révolutionner le club des clubs. Les nouvelles pistes qu'on a prises, c'est aussi la mise en termes de structuration, des choses qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est la structuration régionale. Donc cette année, on a vraiment réussi à mettre en place des référents régionaux et on veut vraiment travailler là-dessus pour être plus près des clubs. Parce que c'est un petit peu compliqué de diriger une association nationale où on est 15 membres au CA et on est répartis dans toute la France et où on se rencontre 2 fois dans l'année. Donc vis-à-vis des clubs, on travaille avec un forum, mais c'est vrai qu'il y a souvent un petit peu de distance et c'est compliqué de réduire cette distance. Donc c'est pour ça que là, on travaille beaucoup sur la structuration, la mise en place de référents régionaux pour que au sein de toutes les régions, on ait vraiment quelqu'un de plus près des clubs. Donc ça, pour cette année, c'est vraiment, je dirais, c'est le gros projet. C'est la chose sur laquelle il faut qu'on avance. Après, on a toujours dans nos cartons des nouveaux projets de compétition, des idées. Et ça, pour ça, il faut trouver du monde et des moyens pour les mettre en place, pour s'en occuper, des bénévoles. Donc, dès qu'on a les moyens, que ce soit humains, financiers, on a encore des idées, mais pour l'instant, on les dévoile pas trop parce qu'après, on s'est fait piquer. Donc, on va te piquer non plus chez PokerStar. Non. Il y en a d'autres qui vont essayer, hein, mais je pense que le maître mot, en fait, c'est la continuité. C'est la continuité, ça se voit par l'équipe. Déjà, il y a les 3/4 de l'équipe, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, même 10 ans qui sont là. Les partenaires, c'est pareil. Ça fait 6 ans, 5 ans, 4 ans qui sont là, c'est toujours les mêmes. Et après, il y a toujours... Je sais pas forcément... Je sais pas comment ils sont, puisqu'en plus maintenant, moi, je les laisse quand même bosser. Hein, il faut quand même que je leur laisse la place. Mais je pense qu'ils sont aussi dans l'adaptabilité, en fait. Les retours des joueurs, les retours des clubs, les petits détails. En fait, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est toujours de la continuité, mais toujours dans dans l'action. Toujours avancer, toujours corriger, toujours modifier, toujours améliorer. Et puis après, des fois, il y a l'idée qui arrive. Et puis effectivement, celle-là, il faut quand même bien la travailler parce que c'est un projet maintenant qui s'adresse à 7000 licenciés. C'est plus pareil qu'avant quand il s'adressait à 500 personnes. Donc il faut mieux le calibrer, il faut voir sa réalisabilité, il faut voir s'il y a des partenaires qui nous suivent. Mais bon, moi j'ai bon espoir pour que ça continue de toute façon. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci. Et on se revoit dans 10 ans. Ouais. Super bizarre cette phrase. Ah non. On se revoit avant. On se revoit avant. On se revoit l'année prochaine. Ça marche. Merci Loïc. Merci à vous. Merci. On se retrouve pour la dernière partie de ce premier numéro du Grand Live. On est encore avec Eric. Eric. Rebonjour. La journée a été longue, Loïc. La journée a été longue. On va se faire un petit billet d'humeur. Souvent, Eric
viendra me rejoindre et puis on va se faire des petits billets d'humeur comme ça quand on aura envie sur plein de sujets liés au poker. Allez. Alors aujourd'hui, on va commencer tout simplement par quelque chose d'assez évident, le poker et les casinos en France. C'est un grand sujet, ça. Grand sujet, plusieurs années, beaucoup de changements, suivant l'ère, on va dire, suivant le mouvement. On en est où aujourd'hui pour toi, Eric, du poker dans les casinos? Alors, c'est assez paradoxal. Les casinotiers, dont j'en suis un des représentants, puisque j'ai travaillé 25 ans à la SBM, j'ai fini directeur de casino à la société Banmer à Monaco. Et sur les 10 dernières années, je me suis battu pour mettre en place du poker de manière assez vaine, je dois l'avouer, parce que le revenu du poker tel que l'imaginent les casinotiers est largement en dessous de ce que peut rapporter des jeux traditionnels. Donc si on part sur le principe d'un simple revenu direct, un casinotier n'a aucun intérêt à faire du poker, ça il faut se le dire. En revanche, le poker est un formidable moyen d'acquisition de clients. C'est un formidable moyen d'attraction pour les jeunes générations et surtout ça correspond à la demande des joueurs. Et comme dans tout commerce, si on ne colle pas à la demande et si l'offre s'éloigne de la demande, on finit par mourir. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate un peu dans les casinos européens, en tout cas français et puis monégasques malheureusement, c'est que l'offre petit à petit est vieillissante, peine à se renouveler, et que les joueurs désertent les établissements ou viennent de manière sporadique et non plus l'action que l'on pouvait attendre de leur part. Donc il est primordial, et d'ailleurs amis casinotiers, si vous me suivez, si un jour vous regardez Internet, posez-vous la vraie question, en termes de marketing et en termes d'action, le poker est incontournable, même si la masse de poker a réellement changé, la forme des joueurs de poker a changé, le type de joueur a changé. C'est encore un formidable moyen d'attraction et il vaut mieux avoir des salles pleines que des salles vides. Et puis, dites-vous bien qu'un joueur va toujours aller là où il a le jeu qu'il attend. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'échapper à ça. Alors forcément, casino et donc évolution en France maintenant, les clubs qui vont ouvrir à Paris. Alors, le premier va ouvrir, c'est Tranchant. Toi, tu l'as vu, tu m'as dit que c'était vraiment beau. J'ai visité, c'est très très beau, c'est très bien équipé, du très bon matériel. Ils ont un système RFID, c'est la première fois que je vois du RFID vraiment mis en œuvre à ce niveau-là, en tout cas en France, bien évidemment. Et c'est un réel effort de la part du groupe Tranchant, et franchement, c'est à saluer, quoi. Mais 4 tables de poker en cash game uniquement, à partir de 500 €, enfin 250 €, mais... Bon, en fait, grosso modo, c'est la 5-5, si je Oui, c'est ça, une 5-5, une 5-10, 4 tables disposées sur des mezzanines. Et ben, on revient sur la première discussion qu'on avait, c'est-à-dire qu'un casinotier pur et dur a du mal à mixer l'activité poker avec l'activité de jeu traditionnel. Et je dois dire que c'est pas évident, attention, c'est pas aussi simple que ça à faire, mais en tout cas, c'est un effort nécessaire à faire. Alors, est-ce qu'on doit craindre justement que cette ouverture des clubs, que tous les joueurs de poker attendent avec impatience, faut être clair, il n'y avait plus que Clichy. Alors Clichy faisait des super choses, mais bon, enfin, quand il n'y a qu'un acteur, c'est dommage. Il y a assez de joueurs de poker à Paris pour beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'on doit craindre que, en fait, ce soit que ça, des ouvertures de clubs, mais finalement, le poker dedans n'est pas si bien représenté? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, c'est l'effort que l'État a mis en place pour permettre la réouverture de maisons de jeu. Alors qu'on les appelle clubs ou casinos, je pense qu'ensuite ça sera des arguties juridiques, mais il était pour moi un peu concevable qu'une capitale comme Paris n'ait pas de lieu de jeu. Et ça représentera, c'est certain pour le futur, un moyen d'attractivité principal pour la capitale. Moi je vais souvent à Londres, il y a des clubs, il y a des casinos sous toutes leurs formes, avec tout type de clientèle. Voilà, et ça marche très très bien. Donc c'est pas forcément évident à gérer. J'imagine qu'un État se pose beaucoup de questions quand il met en place des actions de jeu comme ça, des activités de jeu. Mais aujourd'hui, je pense que la forme commerciale qu'ils ont choisie va quand même permettre de travailler dans de très bonnes conditions, dans des systèmes régulés comme ça doit être. Et en plus, on va permettre aux Parisiens de jouer enfin dans de bonnes conditions. Alors, qui va ouvrir la salle de poker qui compte Ça, c'est des grandes questions. Je ne vous cache pas que j'aimerais y être. Voilà. Tu as des pistes un peu J'ai des pistes, j'ai eu des contacts. C'est assez intéressant.
Maintenant, le cheminement de constitution est assez long. Donc, oui, c'est assez lourd de pouvoir avoir. C'est lourd, c'est long. Il y a une commission qui est très très regardante et donc on ne peut pas se permettre de déposer des dossiers comme ça à la sauvette. Il faut vraiment faire les choses comme il faut, donc ça prend du temps. Mais je suis certain qu'un opérateur arrivera avec la vraie salle de poker et qui sera forcément mixée avec des jeux traditionnels, puisque là encore, le mélange des genres, et notamment si on veut des joueurs de très haut niveau, il faut qu'on ait des jeux traditionnels à côté de très belles tables de poker. Et je suis sûr que celui qui arrivera à faire ce mix-là remportera la palme sur la capitale. Merci Eric. Eh ben, écoute, on se retrouve pour un numéro 2. Eh ben, merci à toi Loïc et à bientôt. On se retrouve très vite. C'était le grand live. Merci à Texas Poker, merci à Pau, merci à toutes les équipes. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Enfin bref, vous connaissez le travail qui vous reste à faire. On vous fait la bise. Et à très vite sur un des très nombreux tournois de Texas Poker.